Bonjour, je suis Nathalie Hanard, psychologue, et je vais vous proposer une petite présentation théorique sur la psychologie positive, qui est un préambule à la journée d'atelier que nous allons co-animer avec mon collègue et néanmoins ami Florian Saffer, un diététicien comportementaliste également formé à la psychologie positive. Et donc, si à l'issue de cette présentation vous êtes intéressé par cet atelier, il y aura toutes les coordonnées à la fin de cette diapositive. Alors, en fait, ce que je voulais déjà souligner, c'est que évidemment, la poursuite du bonheur n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui est effectivement très à la mode, hein. On parle beaucoup de bonheur, le grand guide du bonheur, Bonheur Magazine, etc. Euh, et cette notion est souvent mal comprise, donc on va aller beaucoup plus loin dans cette définition, la définition de ce concept. Mais ce qui est clair aussi, c'est que c'est une réflexion bien ancienne, hein, évidemment, avec l'école des stoïciens et plus particulièrement Épicure, qui a écrit notamment Lettres sur le bonheur. Aristote dit que le bonheur est le but ultime, le but principal de la vie. Aristote également, Épictète et son manuel, etc. Donc c'est à la fois quelque chose de très à la mode et qui est très ancien également. La définition, alors la définition la plus courante, celle de Gable et Haidt de 2005, c'est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement et ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'il s'agit d'une réflexion scientifique, donc ni philosophique, ni ésotérique, c'est quelque chose qui fait l'objet d'études depuis plusieurs années, sur le fonctionnement donc optimal, c'est-à-dire pas maximal, hein, bien sûr, hein, mais le meilleur fonctionnement possible avec les contraintes imposées par notre condition d'humain. Cette nouvelle branche de la psychologie se concentre sur ce qui favorise la santé et le bien-être, et plus seulement sur l'étude de ce qui entrave cette santé et ce bien-être. Euh, donc c'est plutôt une démarche préventive que curative. Elle s'adresse donc à des patients en rémission ou à ce qu'on appelle le tout venant, mais pas des personnes qui sont sujets à des pathologies aiguës. Cette branche, hein, de la psychologie consiste en la mise en œuvre des attitudes mentales et comportementales visant au bien-être pour soi, mais aussi pour les autres, afin de trouver les ressources nécessaires quand une difficulté survient. On peut qualifier le bonheur de bien-être, bien-être subjectif ou bien-être psychologique. Il y aurait deux sortes de bien-être. L'hédonisme, qui est l'atteinte du bonheur, hein, le but serait l'atteinte du bonheur, c'est ce qu'on appelle le bien-être subjectif. Et cette sorte de bien-être est définie en termes de plaisir ou d'émotions positives, et plutôt d'absence de douleur ou d'émotions négatives. Donc les théories hédonistes visent le plaisir, les récompenses et le rendement, comme s'ils étaient vraiment ce que l'être humain pouvait avoir à accéder de mieux dans sa vie. C'est l'atteinte de ces buts qui satisfait et rend un individu heureux. Donc c'est vraiment la notion d'obtenir ce qu'on désire et que tout ce qui te rend heureux est bon. Et on verra que c'est pas forcément le meilleur moyen, en tout cas c'est pas le seul moyen sur le chemin du bonheur. Et c'est pourtant le courant dominant de nos sociétés modernes, notamment de marché, de consommation. On va surtout s'intéresser dans cette démarche à l'eudémonisme, qui est vraiment le fonctionnement psychologique en accord, le plus en accord avec notre propre nature, et que l'on nomme également bien-être psychologique. Dans cette version, dans cet aspect du bien-être ou du bonheur, on va vraiment s'intéresser à ce qui donne du sens dans la vie, à ce qui fait que la vie vaut d'être vécue, même dans les moments où on ne ressent pas forcément de plaisir. Et donc, du coup, tous les buts poursuivis et les satisfactions obtenues ne sont pas également bonnes. Et il est des formes de plaisir qui n'ont aucun lien avec le bien-être psychologique. Et on retrouve ainsi beaucoup de préceptes des philosophes de l'Antiquité qui prenaient plutôt de fuir les plaisirs futiles plutôt que de se contenter de cela dans cette recherche du bonheur, car cela crée plus de frustration
et finalement de renforcement négatif comme on le verra. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa cette phrase d'Épicure. Ce ne sont ni les beuveries et les banquets continuels, ni la jouissance que l'on tire de la fréquentation des jeunes garçons et des femmes, ni la joie que donnent les poissons et les viandes dont on charge les tables somptueuses qui procurent une vie heureuse, mais des habitudes raisonnables et sobres, une raison cherchant sans cesse des causes légitimes de choix ou d'aversion, et rejetant les opinions susceptibles d'apporter à l'âme le plus grand trouble. Donc on voit là qu'on n'est vraiment pas dans la recherche de plaisir à tout prix et que on n'est pas dans l'hédonisme à tout craint. Alors, en fait, pourquoi la psychologie positive? Eh bien, parce que de plus en plus d'individus se sentent bien dans leur peau, hein, ont un niveau de bonheur, entre guillemets, satisfaisant, mais ils aimeraient quand même aller plus loin dans cette recherche du bonheur. Et donc, il y a vraiment une nouvelle demande qui n'est plus seulement de pallier aux problèmes psychologiques, mais vraiment d'accroître le bien-être psychologique. Keynes, en 2002, a proposé un continuum que je trouve très intéressant, dans lequel il propose, donc sur une échelle de -8 à 8, -8 étant un état de stagnation, qui correspond à un état où on n'a absolument pas de sens dans sa vie, et qui favorise des symptômes dépressifs. Et puis +8 serait un état d'épanouissement total, cet épanouissement étant notamment en lien avec le sens que l'on donne à sa vie. Sachant que plus on se rapproche du -8, plus on a des facteurs de risque de dépression importants. Donc ce qui est intéressant à comprendre, c'est que cultiver son bonheur, si par exemple on était à zéro, on n'est ni heureux ni malheureux, on est dans un état un peu de no man's land. Donc cultiver par des exercices de psychologie positive notre niveau, accroître notre niveau de bonheur va nous permettre de déplacer ce curseur et d'être plutôt à 4, 5, 6, pourquoi 7, pourquoi pas +8 d'épanouissement. Ce qui fait qu'en cas de difficulté, en cas de deuil, de problèmes personnels, professionnels qui pourraient arriver, le fait d'avoir déplacé ce curseur fait qu'on va peut-être retomber à un niveau 0 si on n'est pas bien, si on est dans une période de sa vie triste, mais on n'aura pas de symptômes dépressifs. On n'ira pas en dessous du 0. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et selon Keynes et ses collaborateurs, toujours en 2002, le bien-être finalement optimal, ce sera un mélange d'hédonisme et d'eudémonisme, de bien-être subjectif, mais aussi, et ce que l'on a tendance beaucoup à négliger dans nos sociétés modernes, de bien-être psychologique. Donc je vais parler simplement brièvement de Martin Seligman, qui est un des pères de la psychologie positive et qui a été élu en 1999 président de l'American Psychology Association, qui est vraiment la plus grande association de psychologie américaine, et qui, lors de ce discours d'introduction, rappelait que, comme je disais auparavant, la psychologie s'était jusqu'alors intéressée quasiment exclusivement à l'étude et au traitement des états pathologiques et pas des états qui pourraient favoriser un épanouissement. Et donc, il trouvait que c'était vraiment négliger une part importante de la mission de la psychologie, qui pouvait être aussi l'étude et le développement des aspects dits positifs de l'humain. On pourrait aussi, quelques instants, s'arrêter sur ce que ça n'est pas la psychologie positive. Il y a parfois des idées reçues sur ce sujet. Ce n'est pas vraiment une nouvelle discipline, c'est vraiment un changement d'orientation qui permet je dirais, de compléter ce qui existait déjà. C'est très bien de traiter les troubles, c'est très bien aussi de s'intéresser à ce qui va bien. Ce n'est pas un déni de la réalité, évidemment, hein. Donc c'est vraiment un rééquilibrage entre le travail psychologique sur les difficultés et puis un travail sur les forces, ici et maintenant, sur quoi je peux m'appuyer. D'ailleurs, j'aime bien parler de psychologie des ressources plutôt que de psychologie positive. J'ai lu ça quelque part et j'ai trouvé ça très, très pertinent. Ça n'est pas de la méthode Coué non plus. La méthode Coué, c'est s'auto-convaincre que tout va bien. Alors, ça peut avoir quelques effets positifs, cette méthode, mais par exemple, quand on a une faible estime de soi, se dire que tout va bien et qu'on est super bon, qu'on se sent super bien, alors qu'au fond de soi, c'est vraiment pas terrible, ça peut avoir des effets négatifs. En fait, c'est pas s'auto-convaincre, mais c'est plutôt s'exposer aussi à des expériences positives. Et ça n'est pas enfin encourager l'individualisme, puisque plus on va bien, plus on peut aller de manière saine vers les autres et créer des liens
des relations sociales saines. Alors un petit rappel sur les émotions négatives et les émotions positives, qu'on pourrait plutôt qualifier d'émotions désagréables et émotions agréables. Toutes les émotions ont leur raison d'être, elles ont toutes un message en fait à nous apporter. Donc quand on est face à des émotions négatives, des émotions qui ne sont pas agréables, qui créent notamment des sensations dans le corps de tension, en fait ce qui va être très important, c'est de ne pas les éviter ou de ne pas les combattre. Ça va être important aussi de ne pas les alimenter. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont délivré notre message, ça va être intéressant et important de ne pas les entretenir par d'autres pensées. Simplement, l'invitation, ça va être de les laisser exister et puis de disparaître. Hein, par exemple, quand on est en colère, la colère a vraiment un message à faire passer, hein, de stop, ma limite est là, je te demande de ne pas la dépasser, mais peut-être pas de répondre en étant à chaud dans cette colère. On peut parfois dire des choses qu'on va regretter par la suite. Donc c'est vraiment d'abord, dans un premier temps, écouter le message qu'elle nous donne et ensuite, éventuellement, si besoin, répondre de manière plus adaptée. Le problème, c'est que nous sommes souvent dans une société d'ailleurs qui encourage l'évitement émotionnel, c'est-à-dire que on va vouloir éviter ce qu'on appelle des émotions négatives, la tristesse, le stress, qui sont encore une fois des émotions et des sensations importantes dans notre fonctionnement humain, mais on ne va pas apprécier de les ressentir. Et du coup, une étude, un rapport de 2012, relevait donc que 25% des Français ont consommé un psychotrope au cours des 12 derniers mois. Et on sait qu'en fait, éviter ces émotions négatives crée au contraire un renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on va encore être plus déprimé, ou on va être encore plus triste, ou on va encore être plus stressé si on évite nos émotions, si on ne les laisse pas exister, puis passer. L'effet sera inverse, on va les renforcer en fait. Et effectivement, hein, nos émotions servent à améliorer nos chances de survie. Les émotions négatives, par exemple, servaient à se focaliser sur un danger éventuel, hein, sur les détails. C'est-à-dire que au temps des cavernes, notamment, on avait besoin de voir au loin et de se focaliser sur l'ours qui approchait et qui pouvait nous agresser à l'entrée de notre grotte. Et donc ça servait effectivement à se focaliser sur les problèmes, les détails. Donc ces émotions négatives, ce sont la peur, la tristesse, l'anxiété, l'accablement, l'énervement, etc. etc. Elles sont très très nombreuses, je ne pourrais pas toutes les lister ici, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que ça pourrait être, même si j'imagine que vous en avez déjà une bonne idée. Le bénéfice des émotions négatives, eh bien par exemple, on ne va pas aimer éprouver de l'ennui. Pourtant, l'ennui est source de créativité. On sait même que lorsque le réseau du mode par défaut du cerveau qui est de vagabonder, hein, et qui peut créer à un moment donné, qui peut être favorisé dans les moments d'ennui, sont corrélés à de la créativité et favorisent aussi l'apprentissage. Donc s'ennuyer, c'est pas un souci, ça peut même avoir des bénéfices. D'autres émotions qu'on n'aime pas ressentir, comme la culpabilité, nous forcent en fait à reconsidérer nos comportements. Les psychopathes, par exemple, ne ressentent pas de culpabilité. Donc la culpabilité a un intérêt. La peur, le stress nous permettent de ne pas nous mettre dans des situations de danger trop importants. Alors évidemment, les émotions positives, elles ont leur utilité. Elles nous ouvrent au monde. Hein. Une fois que le danger est écarté, on va pouvoir s'ouvrir et aller regarder plus loin. Hein. Autant de nos ancêtres lointains, ça pouvait être d'élargir le focus de notre attention sur la rivière au loin qui paraît attrayante et auprès de laquelle on pourrait venir se ressourcer, se baigner. Donc c'est vraiment une attitude d'ouverture au monde et d'approche, hein, pas de rejet, pas de protection, mais vraiment d'approche. Ces émotions positives, vous les connaissez aussi, la satisfaction, l'accomplissement, la sérénité, la joie, l'inspiration, la confiance, l'amour, etc. etc. Les émotions positives peuvent aussi avoir des inconvénients. On dit que l'amour est aveugle, donc effectivement quand on est très très amoureux, on ne va pas voir l'autre
tel qu'il est réellement, ça peut porter parfois préjudice et amener à des frustrations, voire des déconvenues au bout d'un certain temps. Des émotions très positives, comme on peut les voir dans la phase maniaque de la bipolarité, peuvent être aussi un inconvénient, puisqu'elle peut amener à des comportements délétères comme euh, dépenser beaucoup d'argent, etc., ou être très extraverti, ce qui peut poser des problèmes dans les relations sociales. En fait, tout est question de dosage entre ces émotions. Lozada est un chercheur qui a proposé un ratio qui est un peu remis en question. Donc, c'est pas une science absolue, bien sûr, mais ça peut être un indicateur, un bon marqueur de l'équilibre émotionnel ou de l'équilibre intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous éprouvez une émotion négative, il va être important de cultiver environ 3 émotions positives pour faire ce rééquilibrage. Une émotion positive n'est pas suffisante pour équilibrer une émotion négative. Qu'est-ce qui définit une vie heureuse? Eh bien, le Seligman a proposé un modèle pour cela, pour essayer de répondre à cette question, le modèle PERMA. P pour Positive Emotion, c'est-à-dire une vie plaisante, une vie pleine d'émotions positives, parce que les émotions positives, on l'a vu précédemment, ont un attrait. E pour engagement, une vie engagée. R pour relationships, des relations positives. M pour meaning, une vie pleine de sens. Et A pour accomplishments, un accomplissement de soi. Alors on va les voir en détail. Une vie plaisante, c'est-à-dire une vie riche notamment d'émotions positives, va être faite d'organisation de bons moments, et favorise la poursuite des actions, améliore les capacités de résolution de problèmes. Mais en fait, on se rend compte que les déterminants du bien-être sont en fait beaucoup plus liés aux autres déterminants que l'on va voir, parce que le problème des émotions positives, c'est l'adaptation ou l'habituation hédonique. Les plaisirs sont sujets à l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que quand une source de bonheur est présente de manière constante dans notre vie, elle tend à perdre de sa puissance et nous devons alors faire des efforts pour la nourrir. Et ça, les publicitaires l'ont bien compris. Alors je connais rien en téléphone portable, mais l'iPhone 4 va être vite remplacé par l'iPhone 5 puis l'iPhone 6, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on va s'adapter à ce téléphone et on va en plus encourager cette poursuite effrénée de plaisir pour avoir le meilleur iPhone possible, ce qui est une illusion de bonheur, bien sûr, puisque ça ne crée que de plus en plus de frustration. Donc pour contrecarrer cette habituation hédonique, eh bien, on a notamment la méditation de pleine conscience. Donc je suis enseignante de méditation de pleine conscience, pour ceux qui connaissent les programmes MBCT et MBSR notamment. C'est une bonne pratique, c'est une pratique intéressante pour contrecarrer ce phénomène, en pratiquant notamment ce qu'on appelle l'esprit du débutant, qui est celui de s'émerveiller de chaque chose qui survient, comme si c'était la première fois qu'on les voyait. Le deuxième déterminant du bien-être, c'est une vie engagée, une vie où on s'implique personnellement. Alors elle implique d'être actif, d'être engagé dans une progression dans l'activité que l'on fait et d'être ce qu'on appelle autotélique. C'est-à-dire qu'elle s'accomplit simplement pour elle-même, pas avec un autre but de compétition ou de quoi que ce soit d'autre, mais simplement pour le plaisir d'être faite. Ça peut être faire du tricot, ça peut être faire de l'escalade. Et ce qui est intéressant dans ce concept, hein, c'est qu'on peut faire l'expérience du flow ou flux ou expérience optimale en français que l'on doit au chercheur Csikszentmihalyi dans les années 90. Donc c'est vraiment une concentration intense qui peut provoquer un sentiment euphorique dans lequel on est dans une absorption totale et dans lequel, puisqu'on a progressé, à un moment donné, on a un sentiment de contrôle de la situation. Euh, pour avoir cette expérience de flow, il faut qu'il y ait un défi dans ce que l'on fait, que ce soit donc pas trop facile, mais que ce ne soit pas non plus trop dur pour ne pas provoquer d'anxiété, et que ce soit vraiment quelque chose qui nous porte à l'intérieur, que ce soit une motivation, ce qu'on appelle intrinsèque. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'escalade depuis quelques années
va à un moment donné certainement avoir cette sensation de monter avec facilité et d'être en osmose quelque part avec le rocher, mais ça aura nécessité au préalable quand même pas mal d'entraînement. On ne peut pas avoir ce genre d'expérience en restant assis sur son canapé devant la télé. Le troisième déterminant du bien-être, hein, ce serait une vie pleine de sens. Hein. Donc, un sens notamment à travers trois dimensions, affective et relationnelle. Donc, trouver du sens dans ses relations amoureuses, mais dans ses relations amicales aussi, ou dans le fait d'être parent. Une dimension cognitive, on peut trouver du sens dans nos croyances, dans une approche philosophique, dans nos valeurs. Et une dimension comportementale, donc le fait de s'engager dans une activité en lien avec ses valeurs. Le bénévolat, par exemple, est un très bon exemple de ce type d'engagement. Quatrième déterminant du bien-être, des relations positives. Donc on a vraiment de multiples études montrent à quel point nous avons besoin d'être en relation saine avec les autres. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, et donc, enfin, concrètement lorsqu'on a des relations positives, on trouve les personnes qui en jouissent trouvent leur vie plus satisfaisante, sont moins sujettes à la dépression et à d'autres troubles psychologiques, et ils supportent mieux justement ces périodes de deuil, de chômage, de maladie, comme on l'a vu sur le continuum de Keyes. Et enfin, cinquième déterminant du bien-être, l'accomplissement de soi. La poursuite de buts qui correspondent à nos valeurs, l'efficacité, le sentiment d'efficacité personnelle hein, dans les actions que l'on mène est très important, et le sentiment de cohérence face à l'ensemble des orientations que l'on a choisies dans sa vie permettent ce sentiment d'accomplissement. Alors il y a un modèle qui a été proposé par Sonia Lyubomirsky et que vous pouvez retrouver dans son livre Comment être heureux et le rester. C'est une sorte de camembert qui montre quels sont les déterminants du bonheur et quelles sont les parts de ces déterminants sur lesquels on peut agir. Et donc, du coup, de combien on peut accroître son bonheur. D'après son modèle, 50% de notre bonheur serait dépendant de nos tendances génétiques. Ce qui fait qu'on n'est effectivement pas tous égaux face au bonheur. Des gens sont doués pour ça, d'autres ont besoin de travailler plus. Alors évidemment, on peut remettre en question ce modèle, puisque l'épigénétique montre que l'on peut influencer même son ADN. Donc c'est pas, ça n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça donne quand même une indication. Les facteurs extérieurs, qui représenteraient 10% simplement de notre bien-être, l'environnement, les circonstances de la vie. Et effectivement, par exemple, trouver le grand amour n'aurait un impact que de 10% environ sur notre bonheur. D'où, notamment à cause de l'habituation hédonique. Hein. Les activités volontaires, donc nos comportements, ce que l'on fait, et ça c'est très intéressant parce que c'est là que nous allons pouvoir agir et accroître notre niveau de bonheur. C'est vraiment la manière dont nous allons réagir aux choses, faire la différence par exemple entre les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous, la manière dont nous voyons la vie, notre niveau d'optimisme, les habitudes que nous mettons en place, comme faire du sport, manger sainement, prendre soin de soi. Donc ça c'est vraiment intéressant puisqu'on va pouvoir faire un entraînement de notre esprit grâce à la plasticité neuronale, hein, le fait de pouvoir modifier notre cerveau fonctionnellement et structurellement pour pouvoir améliorer ces 40% sur lesquels on peut agir. Alors, pourquoi cultiver le bonheur je pense qu'on pourrait écrire vraiment un livre entier sur les bienfaits du bien-être psychologique. Il y a de nombreux avantages. Quand on est heureux, on est plus agréable, on est plus serviable et donc on fonctionne mieux dans la société. On a des liens plus sains avec les autres. Comme on l'a dit précédemment, notamment avec Keyes, ça nous aide à supporter l'adversité et Dieu sait si dans notre vie on a des épreuves, on a de très beaux moments, mais on a aussi beaucoup d'épreuves. Donc ça nous aide vraiment à les supporter. Donc c'est vraiment pas un luxe, hein, c'est une nécessité pour apprécier d'être sur Terre. Et puis, n'oublions pas que nous avons tendance à voir ce qui est négatif beaucoup plus aisément que ce qui est positif. Et ça, c'était aussi une question de survie lorsqu'on était
au temps des cavernes, on avait intérêt à avoir d'abord l'ours qui est prêt à attaquer l'entrée de notre grotte, plutôt que le ruisseau attrayant dans lequel on va pouvoir se baigner, se rafraîchir. C'est ce que quelqu'un dont j'ai oublié le nom appelait l'effet velcro-téflon. Les événements négatifs s'accrochent à nous et nous font ruminer, ressasser, hein, et les événements positifs vont glisser sur nous. Ça, c'est vraiment cette particularité est issue de notre cerveau ancestral qui fonctionne. On fonctionne toujours de la même manière. On va vraiment voir d'abord ce qui ne va pas. Et il y a cette phrase que je trouve très belle aussi, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et également, imaginez un verre qui sera à moitié vide ou à moitié plein. La psychologie positive, ça n'est pas voir seulement le verre à moitié plein, c'est voir aussi le verre à moitié plein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à ce bien-être psychologique? Eh bien, notre société de consommation qui, comme on l'a vu précédemment, met surtout l'accent sur le bien-être subjectif, c'est-à-dire la recherche de plaisir, et qui voudrait nous faire croire qu'on peut atteindre un bonheur facile et permanent. Comme le dit Beit Beger dans son roman 99 francs, dans ma profession, personne ne souhaite votre bonheur parce que les gens heureux ne consomment pas. Bon, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais c'est quand même un bon exemple de cette illusion de croire que notre bonheur dépend de biens matériels. On l'a vu notamment à cause de l'habituation hédonique. Même la plus belle maison, même la plus belle voiture, même le plus grand amour, on va s'y habituer au bout d'un moment et on peut aussi ne plus les voir. Donc ça va être important de cultiver l'esprit du débutant pour pouvoir continuer à apprécier ce que l'on a plutôt que de rechercher à accumuler encore et encore des biens dans l'illusion toxique d'améliorer notre bonheur par ce biais. De plus, nous sommes dans ce qu'on appelle une société de pléthore, pardon, et Christophe André le dit très bien, le surchoix induit du stress et des regrets ultérieurs. Parce que qu'est-ce que je vais choisir dans tout ce qu'on me propose, donc stress, et j'aurais dû finalement, une fois qu'on choisit quelque chose, et si j'avais pris ça, peut-être que j'aurais été plus heureux. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que les maximizers, hein, ceux qui veulent encore plus, sont moins heureux que ceux qui se satisfont de ce qu'ils ont. Et puis il y a aussi ce manque de conscience où on ne va pas prendre le temps et on va toujours voir qu'on a quelque chose de plus urgent à faire que de se poser, par exemple, pour apprécier les choses. Or, apprécier les choses, c'est très important. C'est moins urgent, mais c'est très important aussi. Donc la pleine conscience va nous apprendre, et on va faire des exercices de pleine conscience dans cet atelier, va nous apprendre, va nous proposer des exercices pour prendre le temps de se poser et être là, ici et maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va vous proposer, Florian et moi, dans ce programme, durant cette journée? Eh bien d'améliorer ce sur quoi on peut avoir un impact, ces fameux 40% du modèle de Sonia Lyubomirsky, hein, qui va pouvoir nous entraîner notre cerveau à fonctionner différemment. Ces exercices vont être notamment basés sur le programme CARE auquel j'ai été formée, qui a été créé par Rebecca Shankland, Ilios Koutsu et Christophe André en 2015, et qui s'appuie sur des interventions de psychologie positive validées scientifiquement, plus sur le modèle PERMA qu'on a vu également de Martin Seligman. Ces exercices, évidemment, ne vont pas, j'espère que vous l'aurez compris, vous proposer d'atteindre le bonheur, puisque comme le disent beaucoup de sagesse ancestrale, le bonheur n'est pas le but, c'est vraiment le chemin qui va être intéressant à parcourir. Alors quelques exemples d'exercices que l'on va faire: identifier nos forces et celles d'autrui aussi, et apprendre à les renforcer. Prendre conscience des moments satisfaisants de notre vie. Apprécier le moment présent, développer la curiosité, l'esprit du débutant. Développer la bienveillance envers soi, mais aussi envers autrui. Prendre soin de soi et aussi prendre soin d'autrui. Et prendre soin aussi de ce qui a du sens pour nous. Développer la gratitude, etc. Ce sont des petits exercices qui sont tout simples, qui sont finalement des exercices de bon sens. Mais en fait, mis bout à bout, tous ces petits brins vont créer une corde vraiment solide qui peut permettre de nourrir nos ressources intérieures et ce qui nous permettra de mieux affronter les aléas de la vie.
Alors, un petit mot sur les vertus et les forces, qui est un modèle proposé par Seligman et Peterson, qui ont vraiment regroupé 6 vertus euh, que l'on peut retrouver dans toutes les cultures. La sagesse, le courage, l'humanité, la justice, la tempérance et la transcendance. 6 vertus dans lesquelles on peut regrouper différentes forces correspondantes, comme la créativité, la curiosité, etc. Je ne vais pas les détailler là. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est de diagnostiquer déjà les forces que vous avez. On en a tous, mais on n'a pas forcément conscience des forces que l'on a. Donc ça va être intéressant de les reconnaître, puis de les exploiter et de les développer. Des études vraiment montrent qu'elles entraînent notre épanouissement et un meilleur fonctionnement. De, un meilleur fonctionnement. Et c'est ce qui donne ce qu'on appelle une signature de caractère, c'est-à-dire les 5 forces qui vous représentent le plus, que vous pouvez mobiliser spontanément, qui ne vous demandent pas trop d'efforts et que vous allez donc pouvoir mobiliser en cas de problème, qui vont vous aider à trouver en vous les ressources. Alors, ce qui va vous être proposé, si vous êtes intéressé par cet atelier, cette journée d'atelier, ça va être de remplir le questionnaire gratuit que vous pouvez trouver en ligne sur les forces de caractère, donc au lien suivant. Donc de le remplir, ce questionnaire, de l'imprimer et d'apporter vos résultats. On va discuter un petit peu de ça. On va aussi utiliser la carte des forces d'Ilona Bonniwell pour vraiment ensemble déterminer quelles sont vos forces, hein, vos signatures de force. Un petit bémol sur ce questionnaire, il a été traduit de l'américain. Toutes les questions ne vont pas forcément vous parler. Remplissez quand même tous les items du mieux que vous pouvez et on en reparlera lors de l'atelier et on va aussi donc utiliser ces cartes pour compléter ce questionnaire. Donc, conclusion sur cette petite introduction, initiation à la psychologie positive, psychologie des ressources. Il ne s'agit pas d'être à 100% dans des émotions positives, vous l'aurez bien compris. Même 75% c'est ok, donc on va essayer de cultiver la qualité de ces 75% d'émotions positives. Mais la psychologie positive, ça n'est pas seulement cultiver des émotions positives. Hein. Vous avez bien compris que les émotions négatives ne sont pas nos ennemis, elles ont un rôle à jouer dans notre bon fonctionnement. Il ne s'agira certainement pas de les nier ou de les repousser. On sait qu'on peut entraîner son esprit grâce à la plasticité cérébrale et donc on va inscrire par des exercices de nouveaux fonctionnements, de nouvelles façons de penser grâce donc aux exercices de psychologie positive. Il est important de souligner aussi à quel point aller vers les autres est un déterminant fondamental du bien-être. Donc c'est vraiment pas une démarche égoïste ou égocentrée, c'est une démarche d'ouverture au contraire vers les autres. Et puis on fera donc quelques exercices de méditation de pleine conscience parce que c'est vraiment important de mettre son cerveau au repos et d'être présent. Un peu plus présent, pas forcément à 100%, mais un peu plus présent au quotidien. Je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez des questions, voici nos numéros de téléphone. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de Florian Safer. Donc cet atelier aura lieu le 23 octobre 2017 de 9h30 à 18h, 44 rue Ferrandière.